Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche avec beaucoup de sujets. Ce matin, alors que demain se tourne une page douloureuse, celle des 3 années de guerre en Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle vous accompagnez dès cet après-midi le chef de l'État qui se rend à Washington pour parler à celui qui se présente comme l'homme fort de cette situation, en l'occurrence Donald Trump. Nous verrons ensemble quelle est la voix de la France sur ce dossier. Chante-t-elle pianissimo, fortissimo? Est-ce qu'on l'entend encore? Le Proche-Orient, comment la France surveille-t-elle l'avenir de cette région et l'attitude du mouvement terroriste Hamas? Et puis encore et toujours le dossier algérien avec de nouveau, on l'a vu dans le journal, cet Algérien sous OQTF portant atteinte à la France, attaque islamiste, terroriste, a dit le président de la République à Mulhouse hier après-midi. Un mort, plusieurs policiers blessés. Que faites-vous concrètement, vous, ministre des Affaires étrangères, avec vos homologues algériens sur les OQTF? Est-ce que vous soutenez Bruno Retailleau dans son action? Également au sujet de Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'on fait pour l'écrivain emprisonné à Alger depuis plus de 3 mois maintenant et qui vient d'entamer une grève de la faim? Pour vous interroger ce matin avec moi, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Hier donc, cet acte terroriste islamiste, un Algérien de 37 ans sous OQTF s'en est pris à la France. Il a attaqué des habitants et des policiers à Mulhouse, criant Allahu Akbar. Il a tué un homme de 69 ans, blessé plusieurs policiers. Le parquet national terroriste s'est saisi de l'affaire. Cet homme est connu des services de police. Il souffrait de troubles psychiatriques. Il est inscrit au fichier des signalements pour les préventions de la radicalisation à caractère terroriste et a déjà été condamné pour apologie du terrorisme. Question simple, que fait cet homme en France ? Je veux d'abord avoir une pensée pour les victimes et leurs familles. Je veux d'abord saluer l'héroïsme des policiers municipaux. On les voyait à l'instant sur vos images, qui ont réussi à intercepter cet individu. Et je veux dénoncer la persistance sur le territoire national du risque terroriste. Ensuite, pour répondre à terroriste islamiste. Terroriste islamiste, absolument. Et pour répondre à votre question, cette attaque terroriste nous appelle à amplifier encore la mobilisation qui est la nôtre pour, d'abord sur le territoire national, mieux contenir, mieux prévenir les conséquences de cette présence du terroriste islamiste. L'individu en question avait déjà fait l'objet de mesures de surveillance. De toute évidence, il a fait la démonstration de ses déséquilibres psychiatriques et sans doute devons-nous réinterroger encore la manière, lorsque nous avons ces doutes ou ces questionnements qui se soulèvent sur certains individus, sur la manière dont nous évitons qu'ils puissent passer à l'acte. Et l'Algérie a été sollicitée 10 fois dans ce cas, a dit Bruno Retailleau hier. Et puis ensuite, j'y viens. Mais ensuite, cette présence sur notre sol du terrorisme islamiste justifie pleinement l'action de la France à l'extérieur de nos frontières, et en particulier aujourd'hui en Syrie, où le risque d'une résurgence de Daesh est réel. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons fait depuis 10 ans, nous allons continuer à lutter sans relâche contre les groupes terroristes qui essayent, dans cette période de transition pour la Syrie, de se fortifier et de se renforcer. Le 31 décembre dernier, nous avons mobilisé nos moyens militaires pour frapper les moyens de Daesh et pour attaquer ce mal à sa racine. C'est la Syrie. L'Algérie, c'est l'Algérie. Le terrorisme a pour foyer des pays qui sont instables, qui sont des États faillis. Mais quand on sollicite l'Algérie 10 fois de suite pour reprendre l'individu, vous y venez. Pardonnez-moi, mais si nous voulons nous prémunir définitivement et de manière durable contre le terrorisme, il faut l'attaquer à la racine. Et c'est ce que fait la France en s'engageant, en montrant l'exemple en Syrie. Ensuite, sur l'Algérie, effectivement, comme sur d'autres pays, le Premier ministre l'a dit très clairement. Il a d'ailleurs convoqué un conseil interministériel de contrôle de l'immigration ce mercredi. Nous devons faire plus. Et nous devons faire mieux pour faire en sorte que... Ça fait combien de temps qu'on entend ça, M. Barrot ? Mais écoutez, moi je suis à mon poste depuis quelques mois. J'ai demandé aux 19 ambassadeurs dans les pays où nous avons le plus de difficultés à renvoyer les étrangers en situation irrégulière à me faire un rapport circonstancié dont je présenterai les résultats ce mercredi
au Premier ministre pour que nous puissions prendre des actions vigoureuses. On arrête les visas consulaires, par exemple ? Vous savez, chaque pays a ses spécificités. Il y a des pays vis-à-vis desquels il nous faut effectivement prendre des mesures fortes. Il y en a d'autres où, au contraire, il nous faut des mesures d'accompagnement. Ou au contraire, des mesures d'accompagnement. Vous savez, il y a des pays, y compris des pays où le terrorisme... Laissez-moi terminer. Il y a des pays où le terrorisme fait des ravages. Il y a des pays où chaque année, ce sont des centaines ou des milliers de morts du terrorisme en Afrique et qui ont eux-mêmes les plus grandes difficultés à maîtriser leur propre flux migratoire. Et donc, vis-à-vis de ces pays-là, notre responsabilité, si nous voulons limiter le risque sur le territoire national, c'est pas tant de leur mettre la pression, si je puis dire, c'est de leur mettre en main des outils pour que eux puissent contrôler leur flux. Revenons sur l'Algérie, Monsieur le Ministre. Il y a des pays... Vous savez, la diplomatie, c'est toute une palette d'outils où on tient compte des spécificités des pays parce que ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des Français. Ça n'est pas, je dirais, le rapport de force pour le rapport de force. Donc, quand on a des pays avec lesquels il y a insuffisamment de coopération, eh bien, on trouve les moyens par la persuasion et parfois par le rapport de force d'obtenir des résultats. Et puis, il y en a d'autres où il y a juste tout simplement besoin d'accompagnement pour reprendre la maîtrise. Sur l'Algérie, Bruno Retailleau hier soir nous dit la méthode douce avec l'Algérie, ça ne fonctionne pas. Il faut assumer un rapport de force. Bruno Retailleau était à votre place dimanche dernier. Il nous a expliqué qu'au gouvernement, il ne se sentait pas épaulé du tout, qu'il se sentait seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Algérie ? Est-ce qu'il faut arrêter avec la méthode douce ? Est-ce que maintenant, il faut assumer un vrai rapport de force avec l'Algérie ? Et est-ce que vous épaulez Bruno Retailleau ? D'abord, Bruno Retailleau est un excellent ministre de l'Intérieur qui fait un excellent travail sur ce sujet comme sur d'autres. Et lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration qui se réunira mercredi, tous les départements ministériels seront appelés à concourir à l'action du gouvernement pour maîtriser les flux d'immigration irrégulière. Ensuite, sur l'Algérie. Tout dépend de ce que l'on cherche à obtenir. Si l'on cherche à obtenir une reconduite à la frontière plus systématique, plus régulière et plus effective des étrangers qui n'ont pas vocation à rester en France, eh bien la question se pose, puisque si vous prenez l'histoire récente, et notamment la période qui va de 2020 à 2024, entre 2020 et 2021, nous avons effectivement fait monter le rapport de force, nous avons activé à titre national le levier des visas. On a dit on réduit les visas jusqu'à ce que les reconduites à la frontière augmentent. Sans grand succès. Et à cette époque, nous avons eu chaque année, 2020-2021, 800 reconduites à la frontière. Et puis en 2022, nous avons pris une autre approche. Nous avons signé un accord très exigeant avec l'Algérie, mais un accord de coopération. Et là, nous avons fait tripler le nombre de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Alors maintenant, il y a une situation de crise, de tension forte avec l'Algérie. On est en train de revoir ces exigences. Mais ce que je constate, c'est que lorsque nous avons tiré... C'est la méthode douce qui marche. Alors. Non, ce n'était pas une méthode douce, c'est une méthode exigeante et qui tient compte du fait que lorsqu'on agit de manière unilatérale, et d'ailleurs Bruno Retailleau le dit lui-même, lorsqu'on agit de manière unilatérale, qu'on dit « j'arrête les visas pour un pays donné », eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est contourné. Les pays en question se tournent vers d'autres pays européens. Qui avait réduit les visas de moitié, sans le dire d'ailleurs, et qui aujourd'hui le dit sur les plateaux de télévision et qui dit que ça avait plutôt marché. Mais comme je viens de vous le dire, lorsqu'on a réduit les visas, on était à 800. Lorsqu'on a engagé une coopération exigeante, on a multiplié par 3 les expulsions. Mais c'est une question de diagnostic aussi peut-être. C'est-à-dire, l'Algérie a une politique, à tout le moins ces dernières années, une politique d'hostilité déclarée envers la France, insulte régulièrement la classe politique française, insulte ses ministres, prend Boualem Sansal en otage. Et on dirait que la France peine à considérer l'Algérie, le régime algérien, pas le peuple algérien, mais le régime comme un régime hostile. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de dire que le régime algérien est une menace existentielle à la France aujourd'hui? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, c'est l'intérêt des Françaises et des Français. L'intérêt de nos compatriotes, au premier rang desquels Boualem Sansal. Et lorsque nous agissons par la diplomatie, nous avons toute une palette d'outils que nous pouvons activer, certains dont nous parlons, certains dont nous ne parlons pas, avec un seul objectif, protéger les Françaises et les Français. Pour l'instant, Boualem Sansal a commencé une grève de la faim. Absolument, et je suis très préoccupé par les conditions de sa détention, par sa santé, par son moral. C'est pourquoi j'appelle une nouvelle fois les autorités algériennes à faire preuve d'indulgence et de dignité. C'est la bonne démarche, là aussi, dans le cas de Boualem Sansal ? Mais la diplomatie, c'est toujours la bonne démarche. C'est toujours la première ligne de défense des intérêts des Français. L'alternative à la diplomatie, c'est la guerre, monsieur.
Mais j'aimerais comprendre, je reviens sur parce que le président de la République, si je ne me trompe pas, n'a pas hésité à qualifier avec raison la Russie de menace existentielle cette semaine. Est-ce qu'on peut utiliser le même terme pour parler de l'Algérie aujourd'hui, dans la mesure où l'Algérie se pose explicitement en rapport d'hostilité à la France? Alors, je suis vraiment très étonné de votre question, cher monsieur, puisque lorsque nous disons que la Russie est une menace existentielle pour la France, c'est parce que la Russie ne fait pas mystère de ses intentions impériales, c'est-à-dire ses intentions de déplacer les frontières de la Russie aussi loin que cela est possible. Et par ailleurs, la Russie a déjà montré des gestes d'agressivité extrêmement inquiétants, extrêmement forts vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens, jusqu'à des colis piégés en Allemagne, jusqu'à faire annuler une élection en Roumanie après avoir perturbé les réseaux sociaux. On est là sur une dimension qui touche à nos intérêts les plus essentiels. Jean-Noël Barrot est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. On revient dans un petit instant, tout de suite. Thermique ou électrique, ce n'est pas toujours facile de faire un choix. Trouver la voiture parfaite pour aller chercher ses petits-enfants ou s'évader en week-end en amoureux. Celle qui vous permettra de l'emmener à l'école et de partir en vacances. Avec la nouvelle technologie Volkswagen e-hybride, vous avez enfin une bonne raison de ne pas choisir. Nouvelle Golf e-hybride, jusqu'à 143 km d'autonomie en 100% électrique et 943 km d'autonomie cumulée. Verisure présente sa nouvelle alarme avec serrure connectée. Votre sécurité commence dès votre porte d'entrée. En cas de manipulation, nous recevons une alerte et prévenons les forces de l'ordre. Vous contrôlez également l'accès à votre domicile d'un simple geste. En cas d'urgence, nous vous assistons et déverrouillons votre porte à distance pour une intervention rapide des secours. C'est ça, être tellement plus qu'une alarme. N'attendez plus, bénéficiez de moins 50% sur les packs en vous rendant sur verisure.fr. Pour votre énergie solaire, pourquoi payer plus cher? Chez fleuronindustrie.com, la centrale photovoltaïque de 3 kW livrée chez vous coûte 2 500 €. Et pour la pose, vous êtes libre. Vous pouvez choisir de faire installer votre équipement par un artisan local ou opter pour l'un de nos artisans partenaires. Et avec fleuronindustrie.com, la pose ne coûte que 1 500 €. L'équipement et l'installation vous coûteront 4 000 € chez fleuronindustrie.com contre 9 000 € en moyenne constatés sur le marché. Pour réserver votre équipement, inscrivez-vous dès maintenant sur fleuronindustrie.com. Gamme utilitaire Renault E-Tech électrique. En ce moment, borne de recharge et entretien offert. Alors tu nous le présentes quand, ton ingénieur Alex, c'est ça? Tu te rappelles de ma meilleure amie de la fac, papa? Ouais, celle que j'aimais pas. Hein. Oui, ouais. oui. Skoda Fabia, la citadine qui n'a pas peur des grandes distances. Découvrez-la à partir de 209 € par mois sans apport. Et jusqu'à fin février, avec les offres All Inclusive Skoda, profitez de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme. Skoda. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin. On parlait du dossier algérien. Vous vous souvenez, Jean-Noël Barrot, bien sûr, de l'affaire de ce mariage à Béziers, refusé par Robert Ménard, le maire, parce que le futur époux était sous OQTF. Dans le Figaro, ce vendredi matin, on découvre le plan du couple pour contourner la décision de Robert Ménard. Ils ont l'intention d'aller se marier en Algérie, au consulat de France à Oran. Également, c'est une autre option. Revenir ensuite en France en essayant d'obtenir un visa long séjour. 75% des Français estiment qu'il faut interdire le mariage quand l'une des personnes est en situation irrégulière. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Quelle est votre opinion sur ce cas précis qui est dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur le dossier algérien? Que nous avons sans doute un certain nombre de choses à revoir dans la manière dont nous contrôlons l'immigration, mais que c'est une discussion qui doit inclure, évidemment tenir compte des aspirations des Français à être mieux protégés contre l'immigration irrégulière, mais qui doit inclure une discussion entre tous les départements
ministérielle entre tous les ministres, et c'est précisément ce que le Premier ministre a décidé d'organiser mercredi autour de lui avec ce comité de contrôle de l'immigration. Également sur le référendum sur l'immigration, c'est une chose à laquelle l'exécutif pense. 68% des Français sont favorables à ce référendum. Là encore, ce sondage CSA, CNews, Les Échos. Je crois que ceux qui l'ont proposé ont eux-mêmes reconnu que ça n'était pas possible en l'état, mais que ça pourrait l'être à l'avenir si toutefois notre Constitution évolue pour le permettre. Encore une fois, c'est News JDD, pardonnez-moi. Bruno Retailleau, sur le plateau la semaine dernière, disait que selon lui, le référendum était possible dans les paramètres actuels de la Constitution. Donc vous avez un désaccord avec lui sur ce terme? Non, moi je l'ai entendu plutôt dire qu'à l'heure actuelle, ça ne serait pas tout à fait possible. Pour des raisons de mémoire, il l'a dit mot pour mot. Pour des raisons politiques, des raisons de fragmentation des forces politiques au Parlement aujourd'hui. Ensuite, ça n'est jamais une mauvaise idée que de consulter les Françaises et les Français. Et donc si à l'avenir les conditions le permettent, je n'y vois pas d'inconvénient pour ma part. Qu'est-ce que vous pensez de l'enquête du JDD ce matin sur l'AFD? Alors, je ne parle pas de l'agence de l'AFD allemande, je parle de l'Agence française pour le développement. Ces milliards dépensés chaque année pour réduire, par exemple, les violences de genre à Madagascar dans la pratique du rugby, pour les recherches sur le criquet pèlerin dans plusieurs pays d'Afrique, pour l'aide psychiatrique aux migrants en Égypte. Le JDD, dans son enquête, a chiffré 15 milliards d'euros. Je pense que c'est utile que l'opinion publique, que nos médias se penchent sur l'action de la France à l'international. Ensuite, il y a évidemment un contraste, si je puis dire, entre ces 15 milliards d'euros, et j'y reviens, qui sont affichés, et puis les programmes que vous évoquez, qui, eux, ne représentent que des sommes qui sont relativement limitées. Les violences de genre à Madagascar, c'est 350 000 euros, mais c'est tout de même 350 000 euros. Ce sont les 15 milliards d'euros qui font la une. Alors, premier élément, cette action financière de la France à l'étranger, si on la prend dans son ensemble, ça représente 15 milliards d'euros, c'est-à-dire que sur 100 euros de richesse produite dans notre pays, ce sont 50 centimes qui vont dans cette action extérieure. Donc la question, c'est est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est beaucoup? Mais à mon avis, est-ce que c'est trop? Alors, est-ce que c'est trop? À mon avis, la bonne question, ça n'est pas tout à fait celle-là. C'est pas tout à fait celle qui est posée par la une du journal du dimanche. La bonne question, c'est est-ce que ça rend service aux Françaises et aux Français? Et la vérité, c'est qu'à bien des égards, cette aide publique au développement nous permet de traiter de questions qui sont fondamentales pour les Français. À commencer par, on en parlait tout à l'heure, réduire les violences de genre au sein des collèges pour la pratique du rugby. Mais vous pouvez aligner les micro-exemples qui ont été listés dans ce journal, mais je vais vous en donner d'autres. Il ne les invente pas, cela dit. Est-ce que c'est trop les 15 milliards? Parce que le ministre a dit que je les inventais. Je pense aux États-Unis qui viennent de tailler à la hache dans le budget de l'USAID, là, qui est un peu l'équivalent de l'AFD en France. Est-ce que l'aide au développement de la France est trop importante dans le cadre, aujourd'hui, vu les contraintes budgétaires qui sont les nôtres? Est-ce qu'il faut la réduire encore? Je vous laisse terminer, puis comme ça on pourra avoir une conversation. D'accord? Monsieur Barrot, à vous. Les 15 milliards d'euros, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Je vous l'ai dit, par rapport à la richesse produite en France, c'est sur 100 euros de richesse produite en France, c'est 50 centimes. Est-ce que la question, c'est beaucoup? Est-ce que la question est de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup? Ou est-ce que la question est de savoir si c'est utile aux Français? Et je pense que cette deuxième question est la plus importante. L'action de la France à l'international, c'est pour lutter contre la résurgence du terrorisme et de Daesh. C'est pour ça qu'on soutient, c'est en une du JDD, la Jordanie, puisque c'est de la Jordanie, depuis nos bases en Jordanie, que nous luttons contre le terrorisme de Daesh. L'aide publique au développement, c'est aussi utile pour limiter l'impact de l'immigration et de l'immigration irrégulière. Je prends un exemple qui peut surprendre. Oui, il y a de l'aide publique au développement française qui va en Turquie. Pourquoi? Eh bien parce que la Turquie, après la guerre en Syrie en 2015, a accueilli 3 millions de réfugiés. Et pratique un chantage avec éviter que tous ces millions de réfugiés arrivent en France, eh bien, nous soutenons, si je puis dire, les pays d'accueil pour ne pas que les personnes en question se tournent vers la France. Un exemple plus récent, l'épidémie de Mpox qui est apparue en Afrique. Eh bien, notre action, elle vise précisément à en limiter les impacts et éviter qu'elle puisse se propager et à un moment donné venir nous concerner directement. Je donne un dernier exemple qui touche à la question de Mayotte et de l'immigration irrégulière à Mayotte. Comme vous le savez, on en a beaucoup parlé, cette immigration irrégulière, elle est liée à la situation aux Comores. Avec l'aide publique au développement, ce que nous faisons, c'est que nous finançons des moyens très concrets
pour que les autorités aux Comores puissent maîtriser les flux qui sont en réalité tout à fait difficiles à maîtriser. Vous n'avez pas maîtriser. l'impression que les Comores utilisent l'immigration notamment pour annexer Mayotte à moyen terme dans l'histoire? Mais ça, c'est votre avis. Mais si toute cette intervention de la France sur l'immigration, sur le terrorisme, sur la santé n'était pas là, quelle serait la situation? Ensuite, Monsieur Barrot, vous donnez de l'argent aux Comores, si je comprends bien, pour qu'elles règlent la question migratoire sur l'île de Mayotte. Mais qui contrôle derrière? Alors justement, mon premier point, c'était de dire que ce n'est pas les questions de montant, c'est de savoir si c'est utile aux Français. Et mon deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut évaluer l'impact de tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi je viens de signer, il y a quelques jours, un décret qui instaure une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, pour que projet par projet, on s'assure systématiquement que ce que nous faisons est bien dans l'intérêt direct des Français ou indirect, parce que vous savez que ces interventions de l'AFD, elles bénéficient aussi très largement à des entreprises françaises. Donc on a signé en 2019 des accords avec les Comores pour leur donner de l'argent, et en 2025, 6 ans après, on regarde si ça marche, c'est ça? Non, parce que il y a déjà des mécanismes d'évaluation très... je dirais très rigoureux, à commencer par le Parlement. D'ailleurs, le journal du dimanche a invité le parlementaire, qui est ce qu'on appelle le rapporteur de l'aide publique au développement, qui a donné son avis, qui a d'ailleurs fait un rapport cet automne pour dénoncer ce qu'il lui considère comme étant des dépenses qui n'ont pas d'intérêt direct pour les Français. Mais cette commission, elle permettra de systématiser l'évaluation en lien avec les parlementaires et de toujours nous assurer que l'aide publique au développement sert bien les intérêts de la France. J'entends bien, mais les exemples que vous a donnés Pierre de Villeneuve, vous me direz c'est 350 000 euros, c'est pas des milliards, j'entends, mais ces exemples sont quand même un peu loufoques, non? Je vous le dis, c'est aux parlementaires et à cette commission qui vient d'être installée de veiller, parce que je veux dire, il faut qu'on rentre dans le détail de chacun des projets pour comprendre pourquoi ils ont pu être agréés et voir le lien avec les intérêts des Françaises et des Français. Le temps presse, je voudrais qu'on parle du Proche-Orient. Il y a eu 6 Israéliens libérés hier, avec toujours ces mises en scène insupportables du Hamas. 613 prisonniers palestiniens qui devaient être libérés. Cette fin de semaine a aussi été marquée par le deuil terrible de la famille Bibas. Le corps de Shiri n'était pas le sien. Finalement, le Hamas, par miracle, l'a retrouvé. C'est dire combien la vie humaine compte pour ces terroristes. Et puis, ces 2 enfants, Kfir et Ariel, tués à main nue. Ça a été prouvé par les médecins légistes de l'armée israélienne. Quelle a été votre réaction, Jean-Noël Barrot? Et dans le prolongement, est-ce qu'on peut encore penser à une solution à 2 États? J'ai été profondément horrifié par le sort de la famille Bibas, meurtrie par ces atrocités commises par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 et même avant, avec une pensée pour les familles de nos otages qui ont été retenus dans l'enfer de la captivité des tunnels de Gaza pendant trop longtemps. Une pensée bien sûr pour Ofer Calderon qui vient d'être libéré, qui a retrouvé ces 2 enfants qui eux-mêmes avaient été pris en otage, eux-mêmes avaient été libérés au mois de novembre 2023 et qui attendaient désespérément le retour de leur père. Une pensée pour la famille d'Ohad Yalomi, dont nous n'avons toujours aucune nouvelle, dont les enfants eux aussi avaient été pris en otage, ont été libérés, attendent la peur au ventre des nouvelles de leurs parents. Tout ça est à l'image de ce qu'est le Hamas, une organisation terroriste qui porte une responsabilité historique dans tout ce qui s'est produit dans la région depuis... Et sur les 2 États, la question de Pierre... islamistes. Ah bien, je continue de penser que la seule solution politique... Malgré cela, malgré l'attitude de ces terroristes islamistes. Mais c'est une solution politique qui exclut le Hamas. Comme ça, comme par hasard, on va exclure le Hamas. On va réussir à éradiquer le Hamas. Non, pas comme par hasard. Sur un claquement de doigts, on va réussir tout d'un coup à ce qu'il n'y ait plus le Hamas en Palestine. Non, vous savez, d'abord, la solution politique, nous y travaillons, mais elle n'est pas pour ce week-end ni pour la semaine prochaine. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Ce qui est pour ce week-end et la semaine prochaine, c'est le plan pour la période qui va s'ouvrir à l'issue du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. Les pays arabes de la région ont commencé à bâtir un plan qui traite de la reconstruction, de la gouvernance et de la sécurité à Gaza. C'est un plan qui exclut le Hamas et de la reconstruction et de la gouvernance et de la sécurité, dont nous attendons qu'il nous soit présenté pour qu'ensuite nous puissions, nous les Européens, le soutenir
en attendant des États-Unis qu'ils fassent de même. Jean-Noël Barrot est l'invité du grand rendez-vous. Dans un instant, on parle du voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis. À tout de suite. Pour la voiture électrique, j'ai pas encore tranché. Mais pour faire installer ma borne de recharge, j'ai pas hésité. C'est easy. C'est surtout c'est easy. Easy by EDF installe votre borne de recharge que vous habitiez en maison ou en copropriété. Une borne de recharge bien installée, c'est simple, c'est easy. Pour vivre sa meilleure vie, il faut la meilleure nutrition. Edgar et Cooper, des repas vraiment nutritifs. Chaîne thermale du soleil, renaître. Ce chemin, c'est celui qu'emprunteront demain les gaz renouvelables et bas carbone, comme le biométhane et l'hydrogène. C'est le chemin de la transition énergétique. Pour avoir l'énergie de réinventer l'énergie, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, se transforme et devient Natran. Natran, le cœur de vos énergies. Our commitment is 2050. 2050. En el año 2050. Je vous assure que nous atteindrons nos objectifs. Año 2050. Renault Scénic E-Tech électrique. On a tout changé, sauf le nom. Renault Scénic E-Tech électrique, voiture de l'année 2024, à partir de 300 € par mois, borne de recharge offerte. Avec tant de maisons de vacances sur Booking.com, je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup, j'ai fait appel à des sosies. Tina l'indomptable dans un appartement. Booking.com, Booking.yeah. Waouh, goûte le Saint-Nectaire. AOP Saint-Nectaire, nectar des prairies naturelles, fabriqué au cœur de l'Auvergne. Thé vert Lipton, pour accompagner vos moments de bien-être, savourez vos 2 tasses quotidiennes. Faites infuser vos sachets de thé Lipton qui contiennent des flavonoïdes, bioactifs naturels, et profitez de son goût parfumé et équilibré. Thé vert Lipton, 2 tasses par jour pour accompagner vos moments de bien-être. J'aime pas ça, il se passe quelque chose. Voir le dôme majestueux de Saint-Paul. Le chef-d'œuvre de Christopher Wren achevé. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Emmanuel Macron part donc cet après-midi pour Washington pour y rencontrer demain Donald Trump. Vous l'accompagnez bien sûr en tant que chef de la diplomatie française. Le président français qui a jugé utile de mettre au jour ce qu'il compte dire au président américain lors d'un chat sur les réseaux sociaux. On regarde, on écoute. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? Bon, j'imagine que vous ne pouvez que plus soyer à la parole présidentielle, mais que pensez-vous au-delà du fond, du ton employé, de la sémantique et de la forme? Bon, elle est à l'image de la relation entre les 2 présidents, une relation qui s'est nouée lors du premier mandat de Donald Trump et qui est une relation de proximité, de franchise. Et donc, le ton qui a été utilisé par le président de la République sur la vidéo est à mon avis, assez proche de celui qu'il aura avec lui dans les conversations qu'ils ont. Avec Trump. Par les cash, et puis surtout capitaliser, si je puis dire, sur la relation qu'on a bâtie au fil des années. Et ça servirait à rien, si je puis dire, de se cacher derrière du jargon diplomatique
ou des précautions excessives. Il faut se dire les choses entre alliés. Pour l'instant, ça n'a pas tellement marché. Le langage cash avec Trump, puisque depuis qu'il a pris ses fonctions à la Maison-Blanche, il a fait des déclarations qui ont beaucoup surpris les Européens, dont vous êtes émus de ses propos, et pour l'instant, il continue comme si de rien n'était. On a l'impression que ce que disent les Européens, ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est pourquoi ce voyage du président de la République a d'autant plus de valeur, puisqu'il se rend sur place, après que Donald Trump, vous vous en souvenez, est venu à Paris pour son premier déplacement à l'étranger comme président élu pour la réouverture de Notre-Dame. C'est le voyage retour qui, quelques mois plus tard, va permettre au président de la République de donner d'abord son diagnostic de la situation et de la bonne manière d'obtenir le maximum de concessions de la part de la Russie de Vladimir Poutine. Alors, s'il faut parler franchement, utilisons un terme qui est revenu dans l'actualité souvent cette semaine, Yalta. Est-ce que nous sommes devant une tentative de la part des Américains et de la Russie, finalement, de poser un nouveau Yalta pour les temps présents, laissant l'Europe s'adapter ensuite une fois que les deux empires auront décidé le sort de l'Europe? Il y a peut-être une tentation côté russe, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Clairement, le projet de Vladimir Poutine, c'est un projet impérial ou impérialiste, c'est-à-dire un projet qui ne se connaît pas vraiment de frontières et qui repousse son influence le plus loin possible. Mais c'est une erreur de penser que cela est possible, parce que à la fin, seuls les Ukrainiens peuvent décider de déposer les armes. Et ils ne déposeront les armes 3 ans après s'être battus héroïquement contre l'envahisseur, que s'ils ont la garantie que cette fois-ci, ça ne recommencera pas. Si je peux me permettre, si les Américains décident de cesser de soutenir l'Ukraine... Mais les Ukrainiens continueront de combattre, je regrette de vous le dire. Sans soutien américain, le combat des Ukrainiens, aussi héroïque soit-il, ça risque d'être beaucoup plus difficile de tenir tête aux Russes. Vous voyez bien que ce que cherche Donald Trump, et c'est une bonne chose, c'est à amener Vladimir Poutine à la table des négociations pour que, rapidement, on puisse avoir une cessation des hostilités et une paix durable en Ukraine. C'est l'intention de Donald Trump, il l'a exprimé à multiples reprises. Oui. Mais cette intention, elle se heurtera à un mur si les Ukrainiens décident de continuer à combattre. Et quand on voit, par exemple, on se désole de l'absence, par exemple, de l'Europe pour l'instant. Imaginons que l'Europe soit invitée aux négociations. L'Europe, est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est une autre puissance? Qui peut parler au nom de l'Europe dans les circonstances? Vous savez, la répartition des rôles, elle est claire. Elle s'est d'ailleurs faite, si je puis dire, lorsque Donald Trump est venu à Paris, qu'il a rencontré Volodymyr Zelensky avec le président de la République. Notre-Dame, notamment. Bien sûr, c'est que les États-Unis, par la persuasion et par la force, amènent Vladimir Poutine à la table des négociations, parce que jusqu'à présent, et malgré les déclarations qu'on a pu entendre, Vladimir Poutine n'a montré aucun signe de volonté de faire des compromis, etc., ou même de négocier sincèrement. C'était l'image de la grande table il y a quelques années. Et les Européens, quelle est leur responsabilité dans tout ça? Je le disais, seuls les Ukrainiens peuvent décider d'arrêter de combattre. Ils ne le feront, et je le sais pour leur parler très régulièrement, que s'ils ont la garantie cette fois-ci que la guerre s'arrêtera pour de bon. Donc si cette paix qui sera trouvée est entourée de garanties, ce qu'on appelle des garanties de sécurité, en jargon diplomatique et militaire. Et ce sont les Européens qui vont apporter ces garanties-là. Et donc, d'une manière ou d'une autre, par la force des choses, les Européens vont participer à ces discussions. Vous en êtes sûr? Parce que quand on écoute Donald Trump, on a l'impression que l'Alliance Atlantique, aujourd'hui, elle est dans un piteux état. Et Emmanuel Macron, à une époque, avait dit qu'elle était en état de mort cérébrale. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce que l'Alliance Atlantique n'est pas morte? Ce qui est sûr, c'est qu'une tendance qui était à l'œuvre depuis longtemps, le désengagement progressif des États-Unis vis-à-vis de l'Atlantique au profit du Pacifique, est en train de s'accélérer. Mais nous voyons cela comme une opportunité pour que les Européens reprennent en main leur propre sécurité et en quelque sorte leur propre destin. Parce que nous avons vécu dans une période d'insouciance où beaucoup de pays européens, c'est pas le cas de la France, grâce au général de Gaulle, mais c'est le cas de beaucoup de pays européens qui se sont complètement appuyés sur le parapluie donc dépenser plus pour notre défense. Dépenser plus, dépenser mieux aussi. Parce qu'il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a la qualité. Mais vous avez raison, ça commence par dépenser plus. Je rappelle que dans les années 50, c'est 7% de notre richesse nationale que nous consacrions à nos budgets militaires. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons divisé... On est 2% aujourd'hui. Nous avons divisé par 3 la part de nos ressources nationales que nous consacrons à la défense. Les Polonais sont presque à 5%. Heureusement, en France, on a commencé à redresser, puisqu'on a fait doubler notre budget militaire et on s'y est tenu. Maintenant, il faut que les autres Européens nous suivent dans cet effort-là. Juste, je reviens sur le dialogue qu'il peut y avoir entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Je disais tout à l'heure en titre, si elle chantait pianissimo ou fortissimo, c'était une image pour
voir le gigantesque Donald Trump qui prend la parole encore hier au sommet des conservateurs, à la convention des conservateurs à National Harbor. Il dit moi, j'essaye de récupérer l'argent à l'aide fournie par les États-Unis à l'Ukraine. On demande des terres rares et du pétrole, n'importe quoi qu'on puisse obtenir. La phrase sur laquelle on a dit que Donald Trump, et effectivement il l'a fait, a traité Volodymyr Zelensky de dictateur, elle intervient dans une grande lignée de dire que les États-Unis ont donné beaucoup d'argent et qu'une partie de cet argent a été perdue, ou en tout cas on ne le retrouve plus. Quelle est la position de la France aujourd'hui face à un Donald Trump qui dit Poutine doit faire partie des négociations, je veux récupérer l'argent de l'Ukraine par des terres rares et également, parce qu'on sait que Donald Trump est un promoteur immobilier, donc il veut s'assurer des marchés de reconstruction de l'Ukraine. Quelle est la place de la France, j'allais dire, dans cette mainmise de Donald Trump qui donne l'impression de tout contrôler, en fait, dans cette affaire? Sur Poutine, comme je vous le disais, l'intention qui est celle de Donald Trump de l'amener à la table des négociations, nous la saluons. Ce que nous disons en revanche, c'est que la méthode douce, pour revenir au débat qu'on avait tout à l'heure, nous l'avons essayé, la méthode du dialogue. Elle n'a pas fonctionné. Et donc nous pensons que pour faire venir Vladimir Poutine de bonne foi à une table de négociation où il va faire des compromis, il faut lui mettre la pression. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Puisque demain, qu'est-ce que ça veut dire mettre la pression ? Demain, à Bruxelles, nous allons prendre encore un nouveau train de sanctions qui vont viser des dizaines d'individus, d'entités, de banques, de navires, etc. Mais est-ce que Trump est d'accord avec vous là-dessus ? Mais nous allons le président de la République va lui dire que par le dialogue, il obtiendra très peu de Vladimir Poutine, puisque nous en avons fait les frais. Mais est-ce que Trump va vous écouter ? Ça, c'est à lui qu'il faudra le demander. Vous souhaitez des compromis de la part de Vladimir Poutine. Qu'entendez-vous par là des compromis ? Eh bien, tout simplement, de ne pas nous renvoyer 10 ans en arrière. Parce que 10 ans en arrière, à peu près jour pour jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait déjà la guerre en Ukraine. Et nous avons trouvé un accord de cessez-le-feu, une pause, une trêve. Et cette trêve, elle a été depuis violée par 20 fois. Et ensuite, la Russie, après l'avoir violée 20 fois, a décidé de lancer son invasion à grande échelle sur l'Ukraine. Donc ça, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas de pause, nous voulons la paix. Ça veut dire des concessions territoriales, un compromis avec Poutine. Mais ça, c'est un compromis qui peut être fait par les Ukrainiens et eux seuls. Oui. Le compromis qui doit être celui, parmi les compromis que... lâcher le Donbass après avoir lâché la Crimée. Mais vous m'interrogez sur les compromis qu'on est en droit de demander de Vladimir Poutine. C'est tout simplement de ne pas avoir un simple cessez-le-feu, mais d'avoir un traité de paix en bonne et due forme. Et comment ça se passe, un traité de paix ? Eh bien, celui, en l'occurrence, qui est agressé, c'est-à-dire l'Ukraine, doit pouvoir choisir qui sont ses partenaires de sécurité, qui va faire en sorte que la paix soit garantie. Je comprends, dans la logique du compromis à laquelle vous appelez, vous espérez que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN ? C'est très concret. C'est une des possibilités, sauf que... Trump a dit non. Trump, pour l'instant, l'a écarté. Nous considérons que c'est la meilleure solution. Donc la France est favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à un horizon historique approché ? Oui, même s'il y a des processus d'adhésion qui ne sont pas compressibles, et ce qui signifie que si, comme nous le souhaitons, un traité de paix en bonne et due forme devait être signé, je pense que dans une période au moins intérimaire, il faudrait aux Européens, avec peut-être d'autres alliés, se substituer en quelque sorte en complément de l'OTAN. C'est une ligne rouge pour Moscou, l'entrée dans... Exactement, c'est pourquoi je vous dis que Vladimir Poutine, s'il vient à la table des négociations, il faut qu'il soit prêt à faire des compromis. Donc on peut imaginer, j'ai entendu Emmanuel Macron cette semaine dire qu'il n'y aura pas de troupes européennes, entre guillemets, belligérantes sur le territoire ukrainien. Donc on peut comprendre qu'une forme de troupes européennes sur le mode casque bleu sont imaginables en Ukraine au terme des négociations ? Il est trop tôt pour en parler, mais le président de la République l'a déjà fait. Oui, dans la garantie qui peut être donnée pour sécuriser tel ou tel pays, il y a des solutions comme celle-là. Vous savez, il y a des pays européens aujourd'hui où vous avez des forces qui viennent d'autres pays, qui sont stationnées là, qui ne combattent pas, qui d'ailleurs n'ont jamais combattu et sans doute ne combattront jamais, mais qui par leur simple présence jouent ce rôle en quelque sorte de sécurisation aux marges, aux frontières de l'OTAN. C'est cela que signifie le terme un peu jargonneux de garantie de sécurité, et c'est ce que la Russie, d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir accepter pour que l'Ukraine dépose les armes après s'être battue pendant 3 ans pour défendre son intégrité territoriale. Vous m'avez peut-être répondu tout à l'heure quand Donald Trump a effectivement mis sur la table le mot de dictateur pour Zelensky. Qu'est-ce que Emmanuel Macron va... est-ce qu'il va renchérir là-dessus demain ? Est-ce qu'il va dire c'est pas bien ce que tu as dit, Donald ? L'objectif du président de la République, c'est de faire cheminer les discussions vers
ce qui nous importe, ce qui importe aux Français et aux Françaises, c'est un traité de paix en bonne et due forme. Mais Volodymyr Zelensky n'est pas un dictateur. Non, mais Volodymyr Zelensky n'est pas un dictateur. Il est soutenu aujourd'hui par son peuple, donc dans un contexte très compliqué. Le contexte, c'est celui de la guerre depuis 3 ans. Je veux dire, tout le monde en Ukraine souhaiterait pouvoir avoir une vie normale, avoir des élections, etc. Mais tout le monde est conscient que ça n'est pas possible quand on a, je ne sais pas combien, de centaines de milliers, voire 1 million de soldats qui est au front, quand on a 7 millions d'Ukrainiens qui ont dû fuir l'Ukraine, fuir les combats, etc. Comment voulez-vous, parce que je vois bien le reproche qui monte, mais comment voulez-vous qu'on ait une vie démocratique normale quand 20% de votre pays est envahi et que vous êtes au front pour défendre votre intégrité territoriale? On continue la discussion avec Jean-Noël Barrot juste après une dernière pause dans le Grand Rendez-vous. Gamme utilitaire Renault E-Tech électrique. En ce moment, borne de recharge et entretien offert. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Et bah voilà! Avec un sol comme ça, c'est enfin votre chez vous, Myriam. Cet appartement, c'était déjà un coup de cœur, mais alors avec ce tout petit changement, c'est un coup de cœur qui vous ressemble. Comme quoi, presque rien, ça change tout. Chez Leroy Merlin, toute l'année, on a des petits prix qui donnent envie de s'y mettre. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Resserrez les distances et accélérez la cadence. Quatrième cours, Lima 3 en vue. Poste de mise en garde. Avec vous depuis toujours et pour toujours. Bien sûr. Vous êtes couvert par votre contrat de prévoyance groupe AGPM. Groupe AGPM, l'expert prévoyance militaire. Vous n'êtes pas le bienvenu, par ici non plus. Et là aussi, c'est fermé et c'est bien gardé. Vous êtes cerné, faut laisser tomber. Secteur alarme vous a flashé. On est protégé, quelle tranquillité. Et aux voleurs, on dit ciao, ciao, ciao. Secteur alarme agit aussitôt. En moins de 20 secondes chrono. Installation en moins de 24 heures sur secteuralarme.fr. Dernière partie du Grand Rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Noël Barrot. Emmanuel Macron va donc rencontrer Donald Trump. J'imagine qu'il va rencontrer également Elon Musk, qui de temps en temps est dans le bureau ovale, parfois avec ses enfants d'ailleurs, on l'a vu sur des images. Est-ce que Emmanuel Macron va dire en face à Elon Musk qu'il est à la tête d'une internationale réactionnaire ? Je ne crois pas qu'une rencontre avec Elon Musk soit prévue au programme. Et si jamais ? Il avait été invité à Notre-Dame, je vous rappelle. Il avait été invité à Notre-Dame, bien sûr, dans la délégation de Donald Trump. Mais l'international réactionnaire, c'est post-Notre-Dame, c'est au discours des ambassadeurs. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit Elon Musk qui soit à la tête de l'international réactionnaire, qui est une expression que le président de la République a employée pour désigner un mouvement plus général et qui ne se limite pas ou ne se concentre pas sur la personne d'Elon Musk et qui, partant des États-Unis, fait certaines émules en Europe et qui porte un certain nombre de valeurs et d'idées qui ne sont ni celles du président de la République, ni en réalité celles de la France. Mathieu Bocoté. Alors, cela dit, parce que dans l'international réactionnaire auquel on fait référence, il y a par exemple Mme Meloni, si j'ai bien compris, qui n'a pas attendu Donald Trump pour se faire élire. Est-ce que c'est une bonne idée, dans les circonstances, d'antagoniser, pardonnez le terme, les relations avec certains pays européens qui aujourd'hui ont clairement plus conservateurs que la France? Est-ce que les réactionnariser, c'est la chose à faire pour conserver de bonnes relations avec ces pays? Je ne crois pas que le président de la République ait personnifié
cette expression d'international réactionnaire, ni avec une mouvance non incarnée. Oui, et c'est une mouvance qui, de toute évidence, trouve un certain écho en Europe et contre lequel le président de la République entend résister. Ensuite, vous avez raison, l'Europe, dans ce moment, plus que jamais, a besoin de faire preuve d'une très grande unité. Pourquoi ? Bon, pas seulement, parce que je ne veux pas donner l'impression qu'on dit toujours la même chose et que c'est important que les Européens soient unis, mais parce que la question qui est posée aujourd'hui, non seulement avec l'Ukraine, mais au-delà, avec le désengagement dont on parlait tout à l'heure des États-Unis d'Europe, puisqu'ils ne l'ont pas encore tout à fait annoncé, mais on voit bien que ça va s'accélérer, c'est notre sécurité, c'est notre avenir. Est-ce que l'Europe, à l'avenir, sera considérée comme un continent faible, incapable de se défendre, et donc, je dirais, la proie de tous ceux qui ont des désirs d'expansion ou des désirs impérialistes, ou est-ce qu'au contraire, l'Europe, par son unité, sa solidité, sa fermeté, affichera une force qui dissuadera toutes les menaces de venir s'en prendre à elle. Dans un discours récent là, à Munich, le vice-président américain J.D. Vance a tenu des propos qui ont été très remarqués. Il a expliqué que le plus grand danger pour le monde occidental dont nous faisons partie, c'est ni la Chine ni la Russie, mais les atteintes à la liberté d'expression. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Je ne l'ai pas pris pour moi, vous voyez, parce que la liberté d'expression, nous savons de quoi il s'agit en Europe et singulièrement en France, puisque nous l'avons défini dès 1789, ce sont les révolutionnaires qui l'ont défini, en expliquant très clairement que c'était l'un des biens les plus précieux de l'homme, l'un des droits les plus précieux de l'homme, mais qu'elle avait des bornes. Et que ces bornes étaient fixées par la loi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de bornes aujourd'hui? Parce que je cite hier Madame Sibylle Veil, si je ne me trompe pas, dans le Figaro, ou avant-hier, présentait la liberté d'expression aujourd'hui comme le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. C'est un peu étonnant quand même. Vous me demandez s'il y a trop de bornes. Ben moi, je vous renvoie... Parce qu'il y en a de plus en plus d'abord. Non, mais j'entends. Je vois certains responsables politiques dire qu'il y a trop de contraintes sur la liberté d'expression. Et donc je leur demande, quelle est la liberté dont il manque aujourd'hui? Est-ce la liberté de diffamer, d'injurier? La liberté de faire l'apologie du terrorisme, la liberté de tenir des propos racistes ou antisémites en toute impunité. Quelle est la liberté qui leur manque aujourd'hui? C'est pas exactement intéressant. Quand Georges Bensoussan, le grand historien, s'est retrouvé devant les tribunaux, une cabale juridique pendant plusieurs années, pour des propos sur la part de l'antisémitisme dans l'islam aujourd'hui. Un historien, on peut être en désaccord ou non avec lui, mais devant les tribunaux pour des propos comme ceux-là, est-ce que c'est normal d'être dans les tribunaux pour un désaccord idéologique ou historique? Ce qui est sûr, c'est que en France et dans d'autres pays européens, la plupart d'entre eux, la liberté d'expression, elle s'arrête aux abus de cette liberté, lorsque notamment les expressions conduisent à l'antisémitisme ou au racisme. Vous allez le rencontrer demain à Washington, et quand il a tenu ses propos, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que sur les atteintes à la liberté d'expression, principal danger pour le monde occidental? Une nouvelle fois, je vous le dis, ce n'est pas à nous que cette question se pose, c'est plutôt aux États-Unis d'Amérique et en particulier aux responsables, puisqu'on parlait d'Elon Musk, des grandes plateformes de réseaux sociaux. Et moi, je le dis très clairement, non, nous n'accepterons jamais, en France et en Europe, que le débat public, qui est entouré d'un certain nombre de bornes qui permettent la pluralité des points de vue, de se tenir. Et nous n'accepterons jamais qu'il soit délocalisé sur des plateformes de réseaux sociaux dont les règles sont fixées par des milliardaires chinois ou américains. Les règles sont fixées en Europe par les législateurs européens, et soit ces plateformes s'y conforment, et tout ira bien, soit elles ne s'y conforment pas, et alors il faudra qu'elles quittent l'Europe d'une manière ou d'une autre, parce que ça n'est pas acceptable. Institué déjà Thierry Breton lorsqu'il était en place. Exactement, régulation. Et aujourd'hui, c'est à la Commission européenne de prendre des mesures pour faire respecter ces règles que nous nous sommes souverainement et démocratiquement données. Sinon, il faudra qu'elle restitue la capacité aux États membres de le faire à sa place. Le manque de liberté d'expression, est-ce que ce n'est pas aussi ce dont vont souffrir les employés de C8, première chaîne de la TNT qui va fermer par une décision de l'Arcom? Il y a beaucoup de talent chez C8. Et alors, d'abord, si on prend les choses, il y a beaucoup de talent chez C8, que ce soit les animateurs, que ce soit les professionnels, et je souhaite vivement qu'ils puissent exercer leurs compétences, mettre à profit leur expertise auprès d'autres chaînes. Maintenant, l'Arcom n'a pas fermé C8. L'Arcom a décidé de retirer
l'accès à la fréquence de C8, c'est-à-dire l'accès au domaine public hertzien de l'État. Mais en aucun cas de fermer C8, c'est-à-dire d'empêcher notamment les journalistes, les animateurs, les professionnels de C8 de travailler. Maintenant, je souhaite effectivement que tous ces talents puissent s'exercer pleinement au sein des médias du groupe auquel appartient C8 ou d'autres. Vous disiez la liberté d'expression, par exemple, elle doit avoir des bornes. Est-ce que, par exemple, le fait de retirer C8 de la TNT, donc d'un point de vue général, on pourrait dire fermer une forme de volonté de censure à travers ça. Est-ce que pour vous, c'est une forme de liberté d'expression? Donc je le redis, il faut, je crois, être assez précis. Ce que l'Arcom a fait n'est pas de fermer C8. Elle n'a pas dit... C'est pas de la censure pour vous? Mais c'est une conséquence. Non, juste, il faut dire les choses précisément. L'Arcom n'a pas dit C8 doit fermer, C8 doit cesser d'émettre. Je fais la différence, par exemple, avec des mesures qui ont été prises au niveau européen sur Sputnik, sur RT, où là, des décisions ont été prises d'interdiction d'émettre. C'est pas du tout ce qu'a dit l'Arcom. L'Arcom a dit, il y a un domaine public hertzien qui est gratuit, que la loi prévoit de mettre à disposition d'éditeurs, en contrepartie du respect d'un cahier des charges. Et c'est l'Arcom qui décide si ce cahier des charges a été respecté ou non. C'est un cahier des charges qui est donc fixé par la loi. Est-ce que le cahier des charges est trop peu exigeant? Le législateur est libre de prendre des dispositions pour faire évoluer ce cahier des charges. Que peut faire C8 dans le cas précis si on lui enlève sa fréquence? Quels sont les recours maintenant? Alors d'abord, il y a évidemment et heureusement, et c'est heureux, un recours possible qui a été exercé devant le Conseil d'État. J'imagine qu'il y a d'autres recours envisageables devant d'autres juridictions, peut-être des juridictions européennes, et j'imagine que les propriétaires de C8 voudront engager ces recours-là. Ensuite, C8, je le redis, n'a pas été fermé par une décision de l'Arcom. C'est une conséquence directe. C'est une conséquence possible. C'est une conséquence possible. Et c'est pourquoi je dis que les animateurs et que les journalistes, vous le regrettez, les experts, parce qu'il y a le ministre de la Culture le dit qu'elle regrette cet arrêt d'émission. Dans le JDD ce matin, Rachida Dati dit qu'elle va s'entretenir avec le patron de l'Arcom sur ces membres de l'institution de l'Arcom donc qui ont été entendus et qui ont dit on nous a demandé de virer Hanouna, on a fait notre boulot. Vous savez, si nous avons toutes ces règles et ces cahiers des charges qui permettent de garantir le pluralisme, notamment dans l'utilisation gratuite qui est faite des ondes, de l'espace public hertzien, c'est pour que toutes les opinions, toutes les expressions puissent avoir lieu dans notre pays. Vous savez, dans notre pays, il y a aujourd'hui il y a un parti, le Rassemblement national, qui a un groupe de députés qui est beaucoup plus important que ce qu'il a été par le passé, et qui n'a sans doute pu, je dirais, grandir politiquement que parce que nous garantissons en France le pluralisme. Je vois beaucoup d'autres pays, y compris en Europe, où le pluralisme est empêché parce que le politique reprend la main sur la gestion des médias. Et donc là, les oppositions n'ont aucun espace. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde et même dans des pays européens. Précisément quel pays européen? Je vous laisse regarder. Vous voyez ce qui a pu se passer dans certains pays, et parfois on est revenu en arrière, mais où les oppositions se retrouvent parfois... Non, je ne parle pas de la Roumanie, mais où vous avez des oppositions qui se sont parfois retrouvées sans accès aux médias. Moi, je souhaite que toutes les expressions politiques, dans le cadre prévu, toutes les expressions puissent avoir lieu et puissent se tenir. Et c'est la mission qu'on a confiée à l'Arcom. Donc, je ne comptez pas sur moi, si vous voulez, pour dénoncer le système qui veut qu'il y ait un cahier des charges, que l'Arcom le fasse respecter, et que lorsqu'elle prend des décisions, ces décisions puissent être contestées devant le Conseil d'État. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous êtes indigné, Jean-Noël Barrot, lorsque des membres de l'Arcom disent « on nous a demandé de virer Hanouna, on a fait notre boulot ». Est-ce que vous êtes indigné? Je ne veux pas commenter des propos qui sont rapportés, vous voyez. Et je ne veux pas non plus mais vous vous rendez bien compte que le JDD ne va pas rapporter, sans vérifier, des propos qui sont véridiques? Si ces propos sont vérifiés, ils ne sont pas acceptables. Mais je ne veux pas venir sur votre plateau, sur des sujets aussi importants que la liberté d'expression, commenter des commentaires. Alors, une dernière question sur la liberté d'expression. On nous dit quelquefois qu'il y a un modèle américain de la liberté d'expression, il y a un modèle européen de la liberté d'expression. Vous noterez, je me permets d'y revenir, qu'il y a de plus en plus de législation, par exemple en Écosse, par exemple en Irlande, pour interdire les propos haineux, quelquefois même dans la demeure privée.
est-ce qu'il n'y a pas une tentation, c'était voté, hein, est-ce qu'il n'y a pas une tentation aujourd'hui en Europe de classer sous le signe de l'interdit ou de la désinformation ou du propos haineux tout propos avec lequel on est en désaccord finalement? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas du tout mélanger les choses. Il y a l'antisémitisme, il y a le racisme, il y a l'apologie du terrorisme. Il faut veiller à ce que les limites à la liberté d'expression, elles soient précisément qualifiées en droit. Sinon, on bascule dans quelque chose qui s'apparente à une répression de la liberté d'expression. Mais nous n'y sommes pas encore. Et ça, c'est pas acceptable. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot et bon voyage aux États-Unis avec le président pour rencontrer Donald Trump.